Bonjour mes chers étudiants, aujourd'hui dans cette vidéo nous allons traiter de la formation qui est un module très important et capital dans la matière de l'optimisation de la performance RH qui rentre dans le programme des Masters M1 en ressources humaines. Donc la formation c'est une partie de ce module qui tombe le plus souvent en examen de fin d'année. C'est pour cela que nous essayons de lui donner une importance capitale pour mieux vous former sur cette partie importante et aussi vous préparer pour les examens de fin d'année. Pour mieux traiter le sujet de notre formation d'aujourd'hui qui est la formation, nous allons suivre le plan suivant. Donc nous aurons trois parties. Dans la première partie qui est la politique de formation, nous allons définir la formation, mieux connaître ce que c'est que la formation et la politique de formation, connaître quelles sont les obligations de l'employeur en matière de formation vis-à-vis de ses salariés, ce que c'est qu'un plan de formation et les catégories de plans de formation qui existent, et finalement le statut du salarié quand il est en formation. La deuxième partie qui est la mise en place des actions de formation, nous allons voir les deux types de formation qui existent, l'interne et l'externe. Nous allons voir la qualité de formation et comment est devenu capital d'évaluer ou bien de qualifier la formation. Par la suite, nous allons voir les étapes d'achat d'une formation, les objectifs pédagogiques de la formation et finalement comment élaborer un plan et une matrice de formation. Maintenant, pour la troisième partie qui est l'évaluation de la formation, nous allons voir quel est l'objectif d'évaluer une formation d'abord, pourquoi c'est nécessaire d'évaluer la formation et les dispositifs et les outils dont on dispose pour évaluer la formation. Les objectifs de cette formation est de vous faire connaître les droits et obligations du salarié et de l'employeur en matière de formation, de maîtriser les étapes d'élaboration d'un plan de formation, être capable de préparer une stratégie de formation pour les salariés d'une organisation selon son activité, ses besoins et les profils dont elle dispose, élaborer un plan de formation et une matrice d'action, réaliser l'importance de l'évaluation d'un plan de formation et comprendre l'utilité de la formation et l'importance de la formation dans le travail des ressources humaines. Donc avant d'entamer notre sujet, nous allons essayer de définir ce que c'est que la formation. Donc elle peut être définie comme un ensemble des mesures adoptées en vue d'acquisition ou du perfectionnement d'une qualification professionnelle pour les travailleurs, prise en charge en France par l'État et les employeurs. C'est-à-dire que le salarié il ne paye rien pour être formé. Donc la formation consiste à enseigner à un employé les connaissances et les compétences nécessaires à l'exécution de ses fonctions courantes, c'est-à-dire les fonctions qu'il occupe actuellement. Donc, à travers la formation, on essaie de lui donner des connaissances nouvelles et des compétences nouvelles aussi qui vont lui servir pour la bonne exécution de son travail. D'accord? Donc la formation professionnelle est généralement adoptée par des personnes exerçant déjà une activité professionnelle et qui souhaitent accroître leurs compétences. La première partie, la politique de formation. Dans cette partie, nous allons voir les obligations de l'employeur en matière de formation. Nous allons voir aussi ce que c'est que le plan de formation et finalement, nous allons voir le statut qu'obtient un salarié qui est en formation. Les obligations de l'employeur en matière de formation. Donc, en matière de formation professionnelle, l'employeur a plusieurs obligations à l'égard des salariés qu'il emploie. Parmi ces obligations, la participation au financement. Bien sûr, de la formation, on parle toujours de la formation. Donc, l'employeur doit participer au financement de la formation. L'adaptation du salarié à l'évolution de son emploi. C'est l'une parmi les obligations de l'employeur, car on ne peut jamais avoir un employé qui correspond à 100% au poste auquel il est attribué. Donc, parmi les obligations de l'employeur est d'adapter les compétences de ce salarié
au poste auquel il est attribué. L'entretien professionnel biannuel pour évaluer les compétences du salarié par rapport aux compétences nécessaires pour la bonne exécution de son poste, et le plan de formation qui est soumis aux représentants du personnel, qui sont les syndicats s'ils existent, ou un représentant simple de personnel. Alors maintenant, nous allons mieux détailler ces obligations de l'employeur vis-à-vis de ses salariés en matière de formation. Donc la première obligation, comme on avait vu, est la participation au financement. Donc l'employeur doit participer au financement des actions de formation continue de son personnel et des demandeurs d'emploi, en payant une taxe annuelle dont le montant dépend du nombre de salariés. Cela concerne tous les employeurs, quel que soit le nombre de salariés, la nature de l'activité ou le statut juridique, entreprise individuelle ou société. La deuxième obligation de l'employeur vis-à-vis de ses salariés est l'adaptation du salarié à l'évolution de son emploi. Lors de l'exécution du contrat de travail, l'employeur doit permettre l'adaptation permanente du salarié à son poste de travail, notamment par des actions de formation en ce qui concerne l'évolution des métiers, des technologies et des organisations. Prenons exemple d'une entreprise qui est en train d'utiliser une application X aujourd'hui. Du jour au lendemain, la direction de l'entreprise, elle décide de changer l'application ou bien le logiciel de gestion qu'ils étaient en train d'utiliser. Donc, ce cas-là, c'est l'obligation de l'employeur de former les salariés sur l'utilisation de ce nouveau logiciel. D'accord ? Donc, ces actions de formation, elles sont considérées comme du temps de travail effectif et doivent être rémunérées par l'employeur, bien sûr. La troisième obligation est l'entretien professionnel biannuel. Donc, tous les 2 ans, un entretien professionnel destiné à envisager les perspectives d'évolution professionnelle du salarié et les formations qui peuvent y contribuer doit être organisé entre le salarié et l'employeur. Donc, on détecte le profil que nous avons actuellement, le profil que nous souhaitons avoir d'ici peu de temps et quelles sont les formations qui vont nous aider à arriver à cet objectif. Tous les 6 ans, un entretien professionnel doit faire un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié, permettant de vérifier notamment que le salarié a effectivement bénéficié des entretiens professionnels prévus au cours des 6 dernières années. Et la dernière obligation qui est celle d'informer les représentants du personnel. Donc, informer les représentants du personnel de quoi ? Donc, chaque année, le comité d'entreprise, ou s'il n'en existe pas, les délégués du personnel, doit être informé et consulté par les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise. Ils doivent avoir une vision claire sur la politique de formation de l'entreprise. Certaines réunions du comité d'entreprise doivent être obligatoirement consacrées à l'examen du plan de formation. Leurs calendriers sont fixés par accord d'entreprise ou à défaut par décret. Donc, la première réunion doit être organisée avant le 1er octobre de chaque année, lors de laquelle est présenté le bilan des actions de formation réalisées. Donc, avant octobre de chaque année, on présente ce qu'on a réalisé sur l'année en cours. Et la deuxième réunion doit être organisée avant le 31 décembre, lors de laquelle sont examinés le plan de formation pour l'année en cours et celle à venir, et le nombre des salariés bénéficiaires de l'entretien professionnel. Donc, après avoir vu les obligations de l'employeur en matière de formation vis-à-vis de ses salariés, nous allons voir le plan de formation. Qu'un plan de formation. Donc, les actions de formation du plan de formation doivent être distinguées selon 2 catégories. On a la première catégorie qui sont les actions d'adaptation au poste de travail et la deuxième catégorie qui sont les actions de développement des compétences. La première catégorie qui est les actions d'adaptation au poste de travail. Donc, ce sont les actions d'adaptation au poste de travail et c'est lié à l'évolution ou au maintien dans l'emploi dans l'entreprise.
c'est la catégorie 1 qui révèle des obligations de l'employeur. Elle s'inscrit dans le cadre de l'obligation de l'employeur d'adapter les salariés à leur poste de travail et de veiller à leur capacité à occuper un emploi. Elles sont organisées pendant le temps de travail et sont rémunérées au taux normal. En cas de dépassement de horaire habituel de travail, elles donnent lieu à l'application des règles sur les heures supplémentaires, paiement des heures majorées, etc. Ou pour les salariés à temps partiel, des règles sur les heures complémentaires. La deuxième catégorie qui est celle des actions de développement des compétences. Alors, les actions de développement des compétences qui vont au-delà de l'obligation de l'employeur et sont facultatives. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas obligatoires et ne font pas partie des obligations de l'employeur vis-à-vis de ses salariés. Elles portent sur le développement de compétences allant au-delà de la qualification professionnelle du salarié. Par exemple, une entreprise qui décide d'offrir à ses salariés une journée de formation en jardinage. Donc cette formation n'est pas obligatoire et ne rentre pas dans l'exécution du travail des salariés. C'est un plus qui a été offert par l'entreprise. Elles doivent faire l'objet d'un accord écrit fixant les engagements de l'entreprise vis-à-vis du salarié. Si celui-ci suit la formation avec assiduité et réussit les évaluations prévues. La question qui se pose est: quel est le statut qu'obtient le salarié quand il est en formation? Donc, être en formation dans le cadre du plan de formation est assimilé à l'exécution normale du contrat de travail. C'est-à-dire qu'il est assimilé à l'exécution normale du travail. C'est comme si le salarié était en train d'effectuer son travail. Donc, le salarié doit donc suivre avec assiduité la formation et ne peut s'opposer à la décision éventuelle de l'employeur de le réintégrer à son poste de travail avant la fin de la formation. Donc, le salarié est obligé de suivre la formation avec assiduité, mais si l'employeur voit la nécessité que ce salarié réintègre son poste de travail avant que la formation finisse, le salarié ne peut pas s'opposer à cette décision. Et le salaire est maintenu. Durant la formation, le salarié continue à être rémunéré et conserve sa protection sociale habituelle. Si un accident survient au cours de la formation, il s'agit d'un accident de travail. Donc, comme j'ai déjà dit, il continue à avoir le statut de salarié. On peut se dire que puisque le salarié, durant la formation, est considéré comme s'il était en train d'exécuter son travail normal, il continue d'avoir son statut de salarié et tous ses droits. Il continue aussi de recevoir sa rémunération totale. Le coût de la formation reste à la charge de qui? Alors, le coût de la formation reste à la charge de l'entreprise. Les frais de restauration et d'hébergement occasionnés par la formation sont remboursés ou pris en charge directement par l'employeur selon les règles habituellement appliquées dans l'entreprise pour les missions professionnelles. C'est-à-dire, si la formation est réalisée à l'extérieur de l'entreprise et que le salarié doit se déplacer et aussi manger, avoir son repas à l'extérieur, ces charges sont ou bien prises en charge par l'entreprise ou remboursées par l'entreprise. C'est comme s'il était en train d'effectuer une mission professionnelle à l'extérieur. Par la suite, on peut se poser la question: quand est-ce que le salarié va effectuer cette formation? Alors, la formation s'effectue normalement pendant le temps de travail, sauf exception. Donc, la formation mise en œuvre dans le cadre du plan de formation a lieu en principe durant le temps de travail. Toutefois, certaines actions de formation peuvent, dans certaines limites, se dérouler hors du temps de travail effectif. Alors, le salarié reçoit pour ses heures de formation réalisées en dehors de son temps de travail une allocation de formation égale à 50% de sa rémunération nette. Donc, si la formation est réalisée hors temps de travail, par exemple, durant un week-end, il reçoit 50% de sa rémunération, bien de son salaire. Le refus du salarié de participer à des actions de formation en dehors du temps de travail ou la dénonciation de son accord dans les 8 jours d'avant ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. Donc, le salarié, il a le droit de refuser de participer à une formation hors
le temps de son travail. Alors, ce qu'il faut noter bien, c'est que le salarié, à l'issue de la formation, il réintègre son poste de travail ou un poste équivalent à rémunération et qualification égale minimum. Donc, une fois le salarié finit sa formation, il reprend ce poste, le poste qu'il avait auparavant, ou bien un poste meilleur. Donc maintenant, on passe à la deuxième partie qui est la mise en place des actions de formation, où nous allons voir les catégories des formations qui existent, internes et externes, la qualité de la formation. Nous allons aussi voir l'achat d'une formation, l'objectif pédagogique d'une formation et le plan et matrice de formation. On trouve deux types de formations que l'entreprise peut faire bénéficier ses salariés. En premier lieu, nous avons la formation externe et nous avons aussi la formation interne. Donc la formation externe, elle est au profil d'un ou plusieurs salariés dont l'entreprise n'a ni la maîtrise directe de son organisation pédagogique, de son déroulement matériel, ni la responsabilité de la réalisation de l'action de la formation externe. Donc, dans le cas de la formation externe, l'entreprise recherche sur le marché de la formation l'organisme prestataire déclaré auprès de la préfecture de région, susceptible de répondre à cette demande. Donc l'organisme est maître d'œuvre de l'action de formation et assure la responsabilité pédagogique des actions de formation. La formation externe elle peut avoir deux formes, le stage intra-entreprise et le stage inter-entreprise. C'est quoi la différence? Donc l'intra-entreprise est l'organisme de formation qui met en œuvre un stage pour les salariés d'une seule entreprise, éventuellement dans les locaux de cette entreprise. D'accord? Donc, on peut ramener un prestataire externe, mais il va effectuer la formation en interne de l'entreprise, c'est-à-dire dans les locaux de l'entreprise. Le stage inter-entreprise, ce stage est mis en œuvre par un organisme de formation accueillant des salariés de plusieurs entreprises. Donc, on peut avoir un cabinet de formation ou bien un bureau de formation externe pour lequel on envoie nos salariés pour qu'ils soient formés. Et ce bureau de formation ou bien cabinet de formation, il reçoit des salariés de plusieurs entreprises. Alors, dans le cadre de la formation interne, l'entreprise arrête la conception du stage et conserve la maîtrise directe de son organisation pédagogique et de son déroulement matériel. Elle assure la maîtrise d'œuvre de l'action de formation, organisée par l'entreprise elle-même au bénéfice de ses propres salariés. Elle ne donne pas lieu de signature d'une convention de formation, puisque la formation elle est organisée par l'entreprise à l'intérieur de l'entreprise et ne fait intervenir aucun intervenant extérieur. Et une personne physique ou morale ne contracte pas avec elle-même, c'est-à-dire elle ne signe pas de contrat avec elle-même. En général, les formateurs sont des salariés de l'entreprise, occasionnels ou permanents. Ils peuvent travailler au temps complet avec l'entreprise ou de façon occasionnelle. Ça peut des fois que ce soit un professeur universitaire qui travaille de façon occasionnelle avec l'entreprise. Juste un exemple. Et ils assurent l'ensemble des enseignements. Donc, les salaires versés ainsi que les charges sociales affrontées sont déductibles. Les salaires que paye l'entreprise à un salarié quand il est en formation sont déductibles des charges de l'entreprise pour les seules heures passées à enseigner, c'est-à-dire pour les heures que les salariés passent dans la salle de formation. Après avoir vu les deux types de formation qui existent, interne et externe, maintenant nous allons voir la qualité de formation. Les démarches qualité font leur apparition dans le monde de la formation à la fin des années 80. Désormais est appelée qualité, donc maintenant nous allons voir une définition de la qualité de façon générale. On ne parle pas ici de la qualité de formation. Donc une qualité est l'ensemble des caractéristiques d'une entité qui lui confère l'attitude à satisfaire des besoins exprimés ou implicites. Donc, c'est une entité qui arrive à satisfaire les besoins exprimés ou implicites. Dès lors, les outils du secteur industriel, normes, certifications, qualifications, peuvent être appliqués au secteur de la formation professionnelle. Puisque la formation professionnelle est une entité qui arrive
à satisfaire des besoins qui sont exprimés ou implicites à l'intérieur de l'entreprise. Donc, c'est un service qui peut être qualifié ou certifié. Alors, depuis 2015, la qualité de formation a été régie par la loi, par le décret numéro 2015-790 du 30 juin 2015, qui fixe les critères qui permettent aux financeurs de la formation professionnelle continue de s'assurer de la qualité des actions de formation. Ce décret établit le calendrier avec une mise en application au 1er janvier 2017. Précise que le financeur mette à disposition des organismes de formation, des entreprises et du public, selon des modalités qu'il détermine, des informations relatives aux outils, méthodologies et indicateurs permettant de faciliter l'appréciation de la qualité des formations dispensées, fournit les 6 critères qui doivent être évalués. Alors, les 6 critères à travers lesquels on peut évaluer une formation sont les suivants. Le premier critère, l'identification précise des objectifs de la formation et son adaptation au public formé. C'est-à-dire, nous avons un public ou bien un nombre de salariés qui a des difficultés en anglais. On doit bien préciser les objectifs de la formation qu'ils doivent suivre. Dans ce cas-là, ils doivent suivre une formation en langue anglaise qui peut améliorer leur capacité à communiquer en cette langue. Le deuxième critère, l'adaptation des dispositifs d'accueil, de suivi pédagogique et d'évaluation au public de stagiaires. Par la suite, l'adéquation des moyens pédagogiques techniques et l'encadrement à l'offre de formation. Quatrièmement, la qualification professionnelle et la formation continue des personnes chargées de formation. Par la suite, les conditions d'information du public sur l'offre de formation, ses délais d'accès et ses résultats obtenus. Et finalement, la prise en compte des appréciations conduites par les stagiaires à travers l'évaluation. Donc maintenant, après avoir vu la qualité de la formation, nous avons une idée sur les critères sur lesquels on peut se baser pour acheter une formation. Donc les étapes d'achat d'une formation est, en premier lieu, identifier le besoin de formation. On a besoin de former nos salariés en quoi? Recueillir les besoins de formation en sollicitant les managers, les salariés, notamment à l'occasion de l'entretien professionnel, et les représentants du personnel pour faciliter l'expression des besoins de formation pertinents. Deuxièmement, rédiger le cahier de charges de la formation. Il sert à décrire la prestation attendue, objectifs, modalités d'organisation, volume, conditions d'évaluation, etc. Principal avantage, bien clarifier les attentes afin de permettre aux futurs prestataires d'y répondre au plus près. Donc plus on met de détails précis dans le cahier de charges de formation, plus le prestataire de formation pourra mieux répondre à notre besoin et mieux le servir. La troisième étape est d'acheter la formation. La difficulté est de se repérer dans l'offre de formation. Bouche à oreille, c'est-à-dire ce qu'on entend des prestataires de formation. Ça peut être à travers nos fournisseurs, nos clients ou bien nos concurrents. Réseau professionnel, publicité et ensuite de choisir sa méthode. L'appel à proposition ou le gré à gré. Rien n'est imposé. Seul mot d'ordre, faire jouer la concurrence et négocier en privilégiant la qualité. La quatrième étape est de formaliser l'achat de la prestation, bien sûr avec une convention. C'est indispensable de signer la convention de formation avec le prestataire de formation. Et la cinquième étape qui est après la formation, l'évaluation, qui a pour objectif de vérifier l'efficacité de la formation, les objectifs fixés auparavant, est-ce qu'ils ont été atteints. Donc nous avons détecté nos besoins de formation, élaboré notre cahier de charges, nous avons reçu des propositions de formation de la part des prestataires, nous avons choisi la formation la plus adéquate. Maintenant il faut savoir
quels sont les objectifs pédagogiques qu'on attend de cette formation, c'est-à-dire les attentes de l'entreprise d'après cette formation. Donc, la vérification des objectifs pédagogiques est un élément très important. Il convient de vérifier que les objectifs pédagogiques sont bien opérationnels. Dans un premier temps, il faut suivre le bon sens pour éliminer les objectifs pas suffisamment cohérents. Les objectifs pédagogiques doivent être formulés en fonction de l'analyse des besoins et des attentes définies au préalable. Afin de mieux déterminer les objectifs pédagogiques de la formation, on peut compter sur les critères SMART pour mieux les déterminer. Donc, il est indispensable de passer chacun des objectifs pédagogiques au crible des critères SMART et de vérifier qu'ils répondent bien à chacun de ces critères. Donc, il faut que chaque objectif soit spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et défini dans le temps, pour qu'on puisse l'évaluer par la suite. Donc après qu'on a vérifié les objectifs pédagogiques à travers les critères SMART et qu'on a trouvé qui correspondent à ces critères, on passe aux éléments de l'objectif pédagogique. Alors, les objectifs décrivent un comportement ou une conduite de l'apprenant observable. Ils sont composés de 4 éléments. À l'issue de la formation, l'apprenant sera capable de verbe d'action à l'infinitif, décrivant un comportement observable, niveau de performance et conditions de réalisation de l'objectif, lieu et but. Donc maintenant, nous allons voir comment on peut élaborer un plan de formation et une matrice d'action. Donc nous allons prendre l'exemple d'un hôtel qui a détecté, d'après un entretien annuel avec ses salariés, il a détecté qu'il y a des incompétences chez la plupart de ses salariés qui les bloquent pour la bonne exécution de leur travail et a décidé de suivre un plan de formation pour mieux adapter ses salariés à leur poste de travail. Le plan de formation de cet hôtel se présente comme suit. Donc, nous avons l'intitulé de formation. Ce sont les éléments de formation où les managers ont détecté un manque chez les salariés. Nous avons le public concerné, c'est-à-dire les salariés qui vont bénéficier de cette formation, l'objectif de la formation et les méthodes pédagogiques qui vont assurer le bon déroulement de cette formation. Donc, les managers ou bien les gestionnaires de cet hôtel ont détecté qu'il y a un besoin de formation en technique d'accueil des clients, en hôtellerie et restauration, en face à face et au téléphone. Ils ont aussi détecté que la majorité de leurs salariés ne maîtrisent pas bien la langue française et ils ont aussi détecté qu'il y a un manque dans les techniques de relations clientèle en hôtellerie et restauration et gestion des conflits. Donc voilà comment on présente un plan de formation. Vous pouvez arrêter la vidéo et lire attentivement tous les éléments de ce plan de formation. Donc après que nous avons réalisé notre plan de formation, on passe à la maîtrise de formalisation d'une action de formation. C'est-à-dire que pour chaque action de formation, par exemple pour la formation en anglais, on réalise une matrice de formalisation d'une action de formation. Donc le domaine de formation va être anglais, l'intitulé de l'action formation en anglais par exemple, l'objectif pédagogique, améliorer la capacité de communication en anglais des salariés de l'hôtel, le programme de la formation, le public concerné par exemple, on pourra mettre l'ensemble des salariés de l'hôtel, la méthode pédagogique. Comme vous avez vu dans le plan de formation, on a plusieurs méthodes. Donc on va choisir les méthodes que nous allons adopter pour cette action de formation. Objectif de la formation, la date de la formation, quand est-ce qu'elle se déroulera, le lieu de la formation, est-ce qu'elle se déroulera à l'intérieur de l'entreprise ou à l'extérieur, la durée, sur combien de temps ou bien combien d'heures, et bien sûr le prix de la session hors taxe, c'est-à-dire le coût de revient, à combien nous revient à une heure, une session de formation en hors taxe.
Et maintenant, on arrive à la dernière étape qui est celle de l'évaluation de la formation. Alors, l'objectif de l'évaluation d'une formation, on se demande toujours pourquoi évoluer. Quel est l'intérêt de l'évaluation? Alors, l'évaluation est la seule manière pour l'entreprise de savoir si la formation a répondu à ses objectifs de départ. Donc, la formation était-elle adaptée aux besoins de l'apprenant et de l'entreprise? Ce sont les questions pour lesquelles l'évaluation, elle répond. Seule une méthode d'évaluation efficace pourra répondre à ces questions. Évaluer une formation permettra 1. De mesurer l'écart entre les objectifs de départ et les résultats obtenus, d'analyser les écarts éventuels et en comprendre les raisons, d'interpréter et d'émettre un jugement de valeur. En deuxième lieu, elle permettra d'évaluer la formation et permettra aussi à l'équipe de management et ressources humaines de réguler et d'adapter les formations réalisées. Les dispositifs et les outils d'évaluation. Maintenant, nous allons voir comment évaluer, ou bien quels sont les outils avec lesquels on peut évaluer une formation. Donc, deux types d'évaluation peuvent être distingués. La première est l'évaluation à chaud, qui recueille les premières impressions des participants en termes de satisfaction. Elle peut être directement après la formation. Le deuxième type est l'évaluation à froid, qui intervient quelques semaines à l'issue de la formation. Elle permet de savoir si les participants utilisent ce qu'ils ont appris en formation dans leur travail quotidien. Pour l'entreprise, il s'agit d'une évaluation essentielle car elle permet de savoir s'il y a eu un transfert des acquis de la formation. Donc après qu'on a fait une évaluation à chaud, juste après la fin de la formation, l'évaluation à froid qui vient après quelques semaines de la formation pour voir est-ce que les salariés ils utilisent les techniques qu'ils ont appris dans leur travail ou pas, on passe à l'analyse d'indicateurs d'évaluation, de performance, de risque et de volumétrie, tels que effort de formation, montant consacré à la formation, masse salariale, heures de formation sur les heures travaillées, le nombre des salariés formés sur l'effectif, idem par âge, par sexe, par ancienneté, le nombre de participants sur le nombre d'inscrits, budget réalisé sur le budget prévu, la durée moyenne d'un stage par type de formation, le coût total de la formation, le temps de la formation effectif par type de formation, le coût de formation par salarié et le coût de l'heure de formation par type de formation. Donc, ces indicateurs permettront à l'entreprise de savoir si la formation a été réussite ou si la formation est considérée comme un bon investissement. Alors, en France, en 2019, 43,5% des salariés ont bénéficié d'une action de formation. Les efforts consentis pour la formation professionnelle continue et l'apprentissage représentent 1,48% du produit brut français en 2019. Ces chiffres-là, s'ils veulent dire quelque chose, c'est que vous, autant que professionnel des ressources humaines, vous serez mené à former toujours les personnels des organisations dans lesquelles vous allez travailler. D'où l'intérêt de la formation d'aujourd'hui, de vous donner des éléments de base sur lesquels vous pouvez vous baser dans votre vie professionnelle. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo de formation et vous avez mon adresse email à votre disposition. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter, je suis toujours joignable. Merci.